Enfant, j'entendais parler par certains, surtout de l'administration, ou parfois des colons, parce que je suis quand même d'un certain âge, qui parlaient beaucoup d'identité fermée en ce qui concerne Guet-Ndar, qui parlaient de conservatisme. Alors que moi, je vois plus de l'ouverture. On me parlait de sédentarité et je vois de la mobilité. On me parlait de résistance, ou en tout cas, je voyais, et de refus, je voyais ça, j'observais ça, parce que le policier pseudo-libanais qui devait venir à Guet-Ndar n'osait pas trop, alors qu'il le faisait dans les autres quartiers. J'ai oublié, je crois, c'est Daguerre ou un nom comme ça. Hein? Adat, voilà, exactement, merci. La mémoire flanche un peu, il y a un peu des petits trous de fromage. Or, je vois qu'il y a non seulement la résistance et le refus, mais aussi je vois que Guet-Ndar, ou les Guet-Ndariens, de Guet-Ndar jusqu'à Kayar ou à Kafountine, où j'ai rencontré un concitoyen guet-ndarien, alors que j'y étais en promenade, en villégiature, il me dit « je suis guet-ndarien ». Et je le vois en train même de parler, ou je l'entends en train de parler Diola. Je dis « mais quelle résilience, quelle capacité d'adaptation ». Alors, je tiens à remercier donc ceux qui ont initié ce colloque-là, qui m'ont permis de retrouver à mon royaume d'enfance et à mes questionnements d'enfants, en particulier donc l'Institut d'études avancées, l'IPAR et l'UGB. Mais je ne peux pas ne pas remercier également le professeur Ablaye Sen, qui, par sa générosité, m'a permis de rencontrer des personnes ressources de qualité avec lesquelles j'ai pu échanger, parce que moi je ne suis pas chercheur, je suis un homme d'action, un homme d'entrepreneur, d'entreprise plutôt, mais je m'intéresse à ces questions. Donc, qui ont nom en particulier, j'en citerai au moins deux, Moustapha Dieng et Doucé Fall, qui ont été vraiment d'un éclairage, j'allais dire même, illuminant. Je n'oublie pas, bien sûr, le professeur Massalfa. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en guise de prologue. Mais Guet-Ndar et ses singularités. Mais ma présentation, malheureusement, ne passe pas. On essaye, là. Ok, bon, mais bref, on continue. Moi, j'ai essayé de voir à travers une carte l'unité territoriale de la langue de Barbarie et comment Guet-Ndar se place. Et d'ailleurs, je voudrais faire une correction qu'on voit dans certains documents, en particulier des documents réalisés par nos cousins français, en tout cas gaulois, qui nous disent que la langue de Barbarie est en fait une île de protection de l'île. Donc la fonction qu'on donne à la langue de Barbarie, et ce faisant à ce que M. Diarra appelle l'épicentre de la langue de Barbarie, c'est une fonction de sécurisation de l'île. Donc son autonomie et ses fonctions propres endogènes sont presque niées par la littérature coloniale. La dernière en date, c'est le fameux document que notre Habib Abakar nous a envoyé récemment. Alors, donc ça me permet de passer au premier point qui est la singularité, ce que j'appelle la singularité socio-culturelle de Guet-Ndar. Avec ce qu'on a décrit tout à l'heure, très bien par les uns et les autres, cet esprit insulaire. Cet esprit insulaire qui fait qu'il y a une communauté et une solidarité qui se forment dans cet espace de terre qui, en fait, a pour frontière pratiquement les eaux. Les eaux salées d'un côté et les eaux douces de l'autre côté. Cette solidarité revêt même certaines formes. Certaines formes, quand Moustapha Dieng, par exemple, nous parle de l'impôt social, parce qu'il explique comment la solidarité est telle que personne ne peut se réveiller à Guet-Ndar sans avoir la dépense et avoir un peu de numéraire. Parce que quand on arrive, il y a ce qu'on appelle le Neran. Et le Neran, ce sont justement les personnes vulnérables, telles que les femmes et les personnes de troisième âge, donc de ma catégorie, à qui on paye cet impôt parce qu'en fait, ils n'ont pas d'IPRES. C'est bien ce que l'on nous dit.
Mais en fait, Gendar, c'est aussi un havre de piété, un cimetière, des fêtes religieuses. Mais le cimetière ici, ce n'est pas simplement un lieu d'inhumation des défunts. D'ailleurs, un de mes amis a parlé que Gendar, c'est le lieu de rencontre entre les vivants et les gisants. C'est-à-dire que le cimetière, c'est un lieu en fait de recueillement, c'est un lieu de promenade, c'est un lieu de mobilisation sociale, de ce qu'on appelait pendant la période du Set-Setal de l'investissement humain. Mais c'est un lieu aussi extraordinaire où on voit des filets qui ornent en fait les tombes. Comme pour rappeler en fait aux gisants que vous êtes toujours de manière inaltérable attachés encore à l'activité halieutique. Mais c'est aussi un lieu d'enracinement, parce qu'on y est attaché à sa culture comme une ancre jetée en profondeur et solidement en mer. Mais Gendar, c'est aussi une ouverture avec des passerelles qui se prolongent jusqu'au nord, à l'extrême nord de Gorumbay. Mais c'est aussi des ponts qui rattachent Gendar à Saint-Louis, à l'île, et avec laquelle les populations de l'île, avec lesquelles Gendar ou les Gendariens partagent l'urbanité exquise des Saint-Louisiens de Domundar. Mais Gendar aussi n'est pas seulement un lieu d'enracinement, c'est aussi un lieu de ressourcement. C'est finalement une terre bénie, ou en tout cas dite bénie, parce que c'est un lieu de rencontre, comme le Bouba l'a rappelé tout à l'heure, notamment la sourate 23 et le verset 53 du Saint-Coran, qui montre effectivement que c'est le lieu de rencontre entre les eaux salées de la mer et les eaux douces du fleuve. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment une singularité. Et c'est là où je voudrais, vous me permettrez, juste une petite note personnelle pour rendre un hommage vibrant à un ami qui nous a quittés et qui lui aussi était un amoureux de Saint-Louis. Il était si amoureux de Saint-Louis que lors de ses promenades, il prenait des photographies de l'île. Et dans cette photographie que vous avez au tableau, enfin à l'écran, il s'appelle Tchernokan alias Yankee. Alias Yankee, vous avez cette belle photo où pratiquement qui résume en vérité Gendar. Vous avez les pirogues richement décorées qui sont sur la berge du fleuve. Vous avez aussi des pirogues sur la plage. Vous avez le cimetière. Vous avez ce monde si grouillant de vivacité. Vous avez l'embarcadère, le débarcadère. Vous avez tout. Il a résumé vraiment Gendar à travers cette photographie. Gendar, je vais aller vite, est un espace d'habitation et aussi d'activité. Mais c'est surtout un territoire de marins-pêcheurs. Je crois qu'Ablaye Sen l'a dit ce matin. La tradition de pêche de Gendar, de fabrication d'instruments et d'équipements de pêche, une expertise et une réputation qui dépassent nos frontières. Je suis allé à Kayar, j'ai discuté avec de vieilles personnes de 3e âge, voire même de 4e âge, qui ont reconnu que si aujourd'hui ils sont devenus des pêcheurs, parce qu'agriculteurs qu'ils étaient, et devenus aujourd'hui des pêcheurs agriculteurs, c'est grâce en fait aux Gendariens. Les Gendariens, c'est la maîtrise des eaux, c'est des métiers marins, mais depuis l'enfance, parce que depuis l'enfant, comme il l'a dit, on fusionne avec les eaux. On a un système de transmission, d'expérience, de connaissances dans ce qu'on appelait les mbars. Et c'est à travers tout cela que, une fois le cycle coranique réalisé, comme il l'a dit, on vous jette en mer. Donc on peut dire que les Gendariens, ils ont tété l'eau. Comme nous, on a tété le lait, nous les peuples. La capacité d'innovation est aussi une marque, une singularité de Gendar, parce qu'ils sont allés depuis les années 50 dans les zones les plus lointaines de la mer par la navigation à voile. Et quand le moteur est arrivé, ils ont su le maîtriser, le dompter, le domestiquer et développer des métiers et des connaissances extraordinaires.
Ces embarcations, aujourd'hui, ont connu aussi une révolution technologique et technique. Ils avaient de petites embarcations qui pouvaient porter des effectifs entre 10, 12, 13 personnes. Aujourd'hui, c'est de grosses embarcations, on y reviendra tout à l'heure, qui montrent qu'on est passé pratiquement d'unités familiales à presque des PME, comme nous le raconte fort bien Moustapha Dia. Mais c'est aussi des produits de terroir. C'est pourquoi j'ai intitulé ma présentation « Du terroir au territoire de mobilité ». Le terroir, c'est aussi un lieu de production, un lieu d'habitation, c'est aussi des produits singuliers, des produits spécifiques. Aujourd'hui, qui ne sait pas et qui n'apprécie pas le Guédiouyas de Nar, qui est le Guédiouyas en fait de Gendar, qui n'apprécie pas le Koti de Saint-Louis, qui n'est que le Koti de Gendar, le Sipach, etc., etc. Le Ngot, on en parlera tout à l'heure, jusqu'au Tcherengot. Voilà des produits labellisés. Hein? Bon, c'est dommage, je ne peux pas le taquiner parce que c'est mon truc. Bon, bref, Gendar, c'est un terroir qui intègre à la fois un système productif et culturel, local et qui conjugue tradition, originalité, typicité, mais aussi ouverture et mobilité. Le souffle marin, parce que, comme je disais, on nous dit que c'est des sédentaires. Mais en fait, ils ont l'horizon marin. C'est comme il disait tout à l'heure, TFSB. C'est pourquoi j'ai essayé d'imager ça, pour montrer que c'est en fait des horizons sans bornes, sans frontières. Ils ne connaissent pas les frontières. Et c'est pourquoi à Kayar, quand ils ont fait leur campement, à un moment donné, quand les Kayériens, on les appelle Kayériens, ouais. Les Kayériens ont commencé à vouloir les délimiter, pour les Gendariens, c'est incompréhensible. Wakayar. Pour les Gendariens, c'est incompréhensible parce que la mer n'a pas de frontières. Et on leur demande de réglementer, d'aller là, de ne pas aller là. C'est pas possible. Donc pour le Gendarien, la mer n'est pas seulement un support d'activité. Elle constitue leur mode de vie, le cadre naturel d'expression de leur culture et de leur activité. Mais Gendar, c'est aussi la résistance. La résistance à toute forme d'oukase, surtout venant des colons ou venant de l'administration. Ce qui est extraordinaire, c'est que les Gendariens ont migré vers Gokhumbaye tant que c'était de leur propre chef. Ils ont quitté en prenant comme unité d'habitation des ménages qui sont allés s'installer à Gokhumbaye, mais dès lors, en 1864, on a voulu leur imposer un déguerpissement pour un recasement. Les Gendariens ont opposé une fin de non-recevoir. Et c'est cette tradition de refus qui a continué au point qu'on les appelle des populations enfermées sur eux-mêmes, qui s'obstinent à rester dans l'insalubrité, qui s'obstinent à rester dans la promiscuité, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que nous l'avons vu, la mobilité à travers le littoral, qui quitte Kayar, qui va jusqu'à Sierra Leone, qui va jusqu'à Gambie, qui va en Mauritanie, qui va dans les Guinées, etc., etc. Mais quand il s'agit d'initiatives, par exemple, le premier recasement, et là mon ami Massal Fall en est un exemple, où en 1957-58, on a déplacé quelques populations de Gendar à Diamaguène, il n'y a eu aucun problème. Pourquoi? Parce que principalement ça a concerné des non-pêcheurs, mais surtout parce qu'on a associé les populations, ou en tout cas les candidats au déguerpissement, à l'initiative en leur octroyant des parcelles par ménage. Par ménage, pas par concession. C'est extrêmement important, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, j'y reviens parce que nous avons actuellement à Saint-Louis un projet de recasement dit durable qui est lié en fait aux intempéries de la houle, à l'érosion côtière. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça. Et cette proposition de relogement durable risque de connaître énormément de difficultés. La première difficulté, c'est qu'en fait, de manière transitoire, on les avait parqués à Kharial. Je crois que j'ai une image qui montre bien. Et
ces populations ont subi les intempéries, les inondations sous des bâches. Et ils ont été obligés de quitter le site de Khariala et on les a implantés à Boudjouk, à Gourop. Mais cette fois-ci avec des unités dites mobiles importées depuis les États-Unis. Alors, moi je me suis rendu là-bas. Mais comment des Guendariens, des Saint-Louisiens que nous connaissons, nous qui sommes natifs de la ville, on peut les mettre dans des endroits avec des fenêtres de 20 cm², 20 sur 20, où c'est en polyester, ils ne peuvent pas utiliser le gaz, ils ne peuvent pas faire le andouchouraï, etc., etc., etc. Je passe rapidement. Ceux qui n'avaient pas encore vu la photo là. Mais là, vous ne l'avez pas fait en diapo, là. J'ai vu que vous ne l'avez pas fait en diapo. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Non, mon document, je l'ai donné depuis longtemps. Non, le résumé. Bon. L'autre point, rapidement, c'est la mobilité de confort. La mobilité de confort par rapport aux oukases, c'est quand le Guendarien, par la promotion économique et les performances techniques dont j'ai parlé, le passage d'unité familiale à PME, à PME, ont quand même eu une petite aisance financière qui a permis aux Guendariens, par eux-mêmes et pour eux-mêmes, à leur propre initiative de plein gré, de quitter le quartier. Quand je dis quitter le quartier, c'est bien entre guillemets, parce que j'ai dit que c'est un lieu de ressourcement. On ne quitte pas Guenda, on y revient, on se déplace, mais c'est toujours... Bon, bref, ces Guendariens-là ont commencé à essaimer. J'utilise le terme, mais au sens de sortir pratiquement de la mer, du sein maternel, essaimer, sortir. Et ce sont ces Guendariens-là qui aujourd'hui, non seulement les premiers lotissements d'hydrobase, jusqu'au lotissement de Pal, en passant par Pikine, Grillage, etc., etc. Toutes ces zones aujourd'hui avec Guinaouraï, toutes ces zones avec de belles résidences, avec des maisons parfois très coquettes, sont habitées par des Guendariens. Donc, contrairement à la réputation et aux idées reçues que les Guendariens sont rebelles et ne veulent pas, sont des conservateurs, ne veulent pas quitter, la réalité est en train de montrer que ce n'est pas le cas, au point que certains estiment même que la population exterritorialisée, c'est-à-dire qui est extramuros aujourd'hui, est en train de devenir majoritaire par rapport à la population intramuros, c'est-à-dire qui habite encore sur l'île. Beaucoup d'estimations, on n'a pas encore les statistiques de l'ANSD, mais la plupart des estimations le confirment. Ce que j'ai oublié simplement de dire. Excuse-moi, comment on fait pour savoir ceux qui sont extramuros? Comment statistiquement l'ANSD peut le savoir? Ah si, ça, on peut tracer tous les... À partir de Guenda, tu peux savoir toutes les familles qui se sont expatriées. Bon, donc j'étais en train de parler, bon, on y revient dans les questions, de l'essor économique, mais cet essor économique aussi ne doit pas nous cacher l'autre réalité, qui est quand même des formes de précarisation. Et ces formes de précarisation qui ouvrent les vannes pour la migration clandestine, etc., etc. Bon, ça, je n'insiste pas beaucoup. Bon, je vais quand même essayer de conclure et de dire que, bon, je vais sauter mes éléments de conclusion, vous les voyez au tableau, mais j'insisterai simplement sur le lieu de terroir et j'ai dit une rampe d'essaimage. Pour parler plutôt des risques et défis. Parce qu'actuellement, il y a une série de conflits auxquels les Guendariens sont confrontés. Des conflits dans les nouvelles zones d'habitation, où ils occupent des places si fortes, parfois même en tant que citoyens, que légitimement ils prétendent à des positionnements citoyens qui leur sont parfois disputés, dans certains cas même par mes parents Peul, qui leur disent non, vous n'êtes pas des autochtones. Donc ça c'est un premier point de conflit. Vous avez aussi des éléments de conflit sur le littoral, de mobilité maritime, comme je l'ai dit, à Kayar. Parce qu'on a cité tout à l'heure pour dire que ça a commencé les conflits à Anne. Non, ça n'a pas commencé à Anne, c'est bien avant, c'est Kayar.
C'est Kayar et autres, et autres, et autres. Donc toutes ces zones-là sont devenues des zones conflictuelles, avec des systèmes maintenant d'organisation et de réglementation qui posent des problèmes. Mais il y a aussi, je n'insisterai pas, sur le problème de l'exploitation, on me dit de terminer, de gaz, l'exploitation du gaz, du pétrole, bon, etc. Bon, bref. Alors, j'en arrive aux recommandations rapidement, pour dire qu'aujourd'hui, il y a 4 points simplement, rapidement, je vais les lire pour ne pas... Accompagner le redéploiement des habitants de Guet-Ndar dans les espaces extramuros, dans un projet les impliquant effectivement. Capitaliser et valoriser le patrimoine technique, halieutique et moderniser le système de transmission de connaissances et d'expériences. Adopter une stratégie concertée de préservation et de mise en valeur du site intramuros, parce qu'il y a à faire. Appuyer techniquement, politiquement, mais surtout juridiquement, la mobilité des marins guettariens sur le littoral africain, y compris la Mauritanie. Développer un partenariat stratégique à moyen et long terme avec des institutions comme l'Institut d'études avancées, UGB et IPAR, en vue de mieux identifier et de maîtriser davantage les problèmes et problématiques du quartier inscrits dans son environnement territorial, écologique, social, économique et culturel. Je vous remercie. Merci, Nabil. Voilà,